Bien le bonjour, on se retrouve pour le point lecture du jour. Alors on va avoir une sélection des éditions Pocket aujourd'hui. Les trois livres que j'ai à vous présenter sont de cette maison d'édition. Donc on commence par le plus gros. Un livre de 604 pages. Les Cailloux bleus de Christian Signol. Alors, on est au début du XXe siècle dans les Cosses quercinois. On nous raconte la vie à la campagne où les filles allaient à l'école. Donc, les filles étaient capables, apprenaient à lire, écrire, compter quand les garçons étaient au champ, hein, quand même, hein. Au champ ou au travail. Donc, elles avaient quand même un avantage sur les garçons, hein. Et c'est un homme qui le dit. Hein. On parle de l'affaire Dreyfus, de l'Alsace-Lorraine, de politique. On a parlé aussi des communards. La guerre de 14-18 va avoir une place dedans. Et tout ce qui s'est passé durant de pas très joyeux. La souffrance que ça a pu causer et compagnie. Donc on met en avant la place de la lecture pour lire les lettres. Il y a une petite fille dans l'histoire donc ses parents ont hâte qu'elle aille à l'école pour qu'elle leur lise les lettres que leur envoie le grand frère qui est parti en Algérie. Et on parle de l'Algérie aussi. C'est un roman une petite saga familiale, si on peut dire ça comme ça, avec beaucoup de thèmes très riches au niveau historique quand même. On est en plein dans l'époque, hein, fin 19e, début 20e. On suit la petite fille qui grandit, qui devient femme et maman, et mariée. Ou quand on est fille-mère, c'est très 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 mal vu. C'est que tu es une femme facile. Alors que des fois, c'est pas de la faute de la fille, c'est de la faute de l'homme qui n'a pas su maîtriser ses instincts naturels. Donc la lecture est valorisée pour lire les lettres, entre autres. On parle de deuil, de révolte, de précarité, de littérature, parce qu'on va avoir quelques références, hein. L'arrivée des instituteurs qui prennent la place des curés et des sœurs qui pouvaient éduquer les enfants avant. La loi de 1905, on est en plein dedans, hein. Donc de précarité, de littérature, de la guerre, avec ses mutineries et les mutins qui se faisaient exécuter au grand drame de leur famille qui devait vivre le deuil par la suite. Donc ça a été plutôt une bonne lecture. J'ai mis quasiment une semaine pour le lire, mais c'était bien sympathique. Intéressant, disons. Ce serait le mot le plus juste. Ensuite, on va passer à La Duchesse de Daniel Steele. Vous voyez, c'est encore édition Pocket. Très jolie couverture par ailleurs. Là, c'est plutôt un roman féministe. J'ai mis une journée et demie pour le lire. C'est La Duchesse est le fruit d'un remariage d'un duc et d'une noble française. Enfant, elle est rejetée par ses deux grands frères, enfin ses deux demi-grands frères, qui sont issus du premier mariage du père, qui vont la rejeter. Et une fois que le père est mort, ils vont la placer en Urse chez des amis à eux. Imaginez la déchéance de la fille. De duchesse, elle devient un nounou d'enfant chez des amis.
Elle va y rester 18 mois. Donc elle a droit aux joies de l'accouchement. Et après une tentative déplacée d'un homme, vous voyez la thématique? On a une jeune femme qui tombe enceinte d'un homme, là, involontairement. Dans la duchesse, elle subit les tentatives d'hommes et dont elle ne veut pas. Elle arrive à le rejeter. Heureusement pour elle, parce que sinon elle aurait des filles encore plus perdues. Donc après cette tentative déplacée, elle est renvoyée. Ses maîtres ne l'écoutent pas. Surtout la maîtresse de maison. Elle a envie du monsieur qu'elle a rejeté. Sauf qu'il lui a servi une version où c'est la jeune femme qui a tenté des choses sur le monsieur. Du coup, il a menti. Mais le mari, il est soupçonneux. Hein. Devant la jeune femme, il soutient son épouse, mais en coulisses, il est assez soupçonneux. Hein. Pas très confiance en sa femme, le mec. Mais bon, ça se comprend. Hein. Ils courent les jupons l'un comme l'autre. Hein. Donc elle est renvoyée, elle doit se retrouver du travail, toute seule. Du coup, elle va à Londres. Mais à Londres, sans référence, il n'y a pas de travail. Ou sinon, ça peut être un travail très dégradant pour une femme. Du coup, elle part à Paris. Elle est à Paris à la moitié du livre. Hein. Sauf qu'on mentionne quand même qu'elle se retrouve à Paris dans la deuxième partie du résumé derrière. Hein. La France est sous le règne de Charles X. Donc on est dans les années 1830. Elle crée une maison close de luxe. Youpi! Jusqu'à un drame où elle doit fermer la maison et repartir. Et là, c'est aux États-Unis. Où elle va se marier, faire un petit bout. Youpi! Et puis il y a d'autres joies et drames par la suite. Voilà. Ça se lit bien. J'ai marqué quelques pages, mais je pense pas que je vais le garder longtemps. Voilà. Ensuite, on a L'héritier des Beaulieu de Françoise Bourdin. Comme vous voyez à la couverture, on est dans le royaume de l'édition. Et de l'imprimerie surtout. C'est à nouveau un récit familial, mais la présence de l'imprimerie est très forte. Donc on commence le récit avec l'anniversaire du dirigeant d'imprimerie, ce que j'appelais l'héritier, mais l'héritier ne se retrouve pas être le monsieur d'une cinquantaine d'années. Donc le monsieur, il n'est pas aimé, mais du tout par sa mère. C'est même de la haine entre eux. Du coup, il est aigri par la vie. Il était aimé par son père, mais le père, il est mort. Du coup, il doit gérer l'imprimerie avec une main de fer. Et tout gérer. Sauf sa vie sauf sa vie familiale qu'il il est un peu à l'écart. Et il doit s'occuper de former son neveu imposé par la grand-mère. Un neveu qui n'a pas fini ses études, qui se drogue et qui boit. Et du coup, ça va être le tonton aigri qui va devoir secouer les plumes au jeune homme. Ça se passe dans l'Eure, à Pont-Audemer. Le gros du récit, parce qu'il y a un petit bout à Paris, un petit bout en Angleterre, mais au Havre, je crois aussi.
Ou à Deauville. C'est à Deauville. Il y a des petits bouts comme ça, mais le gros, c'est vraiment dans l'heure. Le neveu consomme beaucoup de drogue. C'est sa cousine avec qui il a une aventure d'été qui le guérit de ses addictions. Parce qu'elle ne veut pas qu'il se drogue devant elle. Et la drogue, apparemment, ça coûte très cher. Moi, je préfère m'acheter des livres que de la drogue. Du thé. Le monde de l'imprimerie est très développé. On parle d'écologie, de la désinformation, de politique, de chasse. D'ailleurs, il y a un accident de chasse dedans. Et de mensonges, dont est victime le monsieur. Parce que l'épouse du monsieur et la mère du monsieur partent, vont lui pondre un mensonge assez cruel. C'est la femme qui peut pas faire d'enfant, mais avec la complicité d'un médecin qui est amoureux de la mère, ils vont faire croire aux cinquantenaires à l'époque que c'est lui qui est stérile. Sauf qu'il a eu une petite aventure avec une jeune femme et que la jeune femme se trouve être enceinte de lui. Sauf que, étant sûr et certain qu'il peut pas faire d'enfant, il va croire que c'est la jeune femme qui l'a trompé. Sauf que c'est pas du tout le cas. La jeune femme était très éprise de lui et le petit se retrouvait de son petit bout. Du coup, le petit-fils et le patron, ils vont s'unir contre la grand-mère. Et le jeune homme, désintoxifié de manière un peu forcée par son oncle, il va s'investir, stimuler d'avoir une responsabilité assez importante. Ça va le stimuler de se sentir important. De se sentir un homme et non plus une épave qui sait pas quoi faire de sa vie. L'autrice mène très bien l'intrigue et on a envie de savoir ce qui va se passer jusqu'à la fin. Parce qu'il y a de ces retournements de situation qui tiennent en haleine jusqu'à la fin du roman. Et le roman, il fait 425 pages, mais ça se lit bien. Après, il faut vraiment aimer ces histoires de famille